Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo yo yo, François Lamargot aka Fanfan la Tulipe, comment ça va? Ça va très bien. Yes, trop bien. On est content de te recevoir et avant de démarrer la conversation avec toi, on souhaite la bienvenue, Mathis et moi, à tous ceux qui nous rejoignent sur cet épisode de Sweep. Et du coup, je rappelle à nos auditeurs qu'on est présent sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et, euh, et Deezer, je l'ai dit, c'est ça le dernier. Voilà, donc bienvenue à tous. Et du coup, on est 1 heure avec toi, François. Merci de nous dédier un petit peu de ton temps depuis ton salon devant ta plante verte. Exactement. J'ai une grande plante derrière. Ouais, elle ne cesse de grandir. Elle me dépasse. Ça y est. Voilà. Et peut-être que pour commencer facilement, tu peux te présenter comme tu l'entends. Et François Lamargot, je suis danseur et chorégraphe. J'ai 36 ans. Je suis aussi papa d'un petit garçon. Et voilà. Je suis au carrefour de plusieurs influences artistiques, en tout cas dansées. Voilà. Ok. Tu nous disais juste avant que l'interview ne démarre officiellement Mhm. que l'interview tombait bien parce qu'elle est dans un moment de ta life où tu as un peu un creux. Et donc, pour retracer ton parcours, peut-être qu'on peut le prendre à l'inverse et démarrer de où t'en es maintenant dans ta vie. Ouais. Tu dis que c'est un creux parce que tu viens de finir un projet et que tu vas en démarrer un autre? Ouais, exact. Je suis pile entre deux projets là. Je viens de terminer la création 2021 qui était Pulse, qui est un projet qui a un peu émané, comme son nom le porte, d'une impulsion qui n'était pas prévue. Et du coup, qui est un projet très, voilà, très dynamique. Et comme son nom le porte, je trouve que sur 6 mois, il a été très intense, dans les bons sens du terme, hein. Ça a été vraiment une aventure super. Mais la première était là, il y a un peu plus d'une semaine. Donc là, j'ai tout qui redescend un peu. Et étrangement, à peine fini, que je me projette déjà sur la prochaine, parce qu'à partir du mois de mars, je démarre une nouvelle création. Et pour moi, c'est très rare de fonctionner comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien, moi je crée une pièce tous les 3 ans, tous les 3-4 ans. J'aime bien prendre du temps. Et là, c'est la première fois que ça fait embouteillage comme ça. Et en même temps, là, je suis pile dans l'entre-deux où ça redescend parce que là vient de se terminer. Je suis dans la projection de la suivante, mais du coup, je suis quand même si elles sont très rapprochées, je suis dans une période un peu plus cool où je respire, je souffle un peu comme après une première, quoi. C'est bizarre parce que tu dis que tu crées une pièce à peu près tous les 3 ans, mais j'ai l'impression que tu es quand même sur beaucoup, beaucoup de projets. Quand on regarde ton CV et tout ça, peut-être pas en tant que chorégraphe, mais en tant qu'assistant chorégraphe ou des trucs comme ça, Alors j'ai ouais, mais l'impression que ça bouge pas mal. j'ai toujours considéré, quand je dis une pièce tous les 3-4 ans, c'est effectivement mes projets en tant que chorégraphe. Mes projets en tant que danseur et assistant, c'est pas la même énergie, c'est comme s'ils venaient nourrir ce que je crée une fois tous les 3-4 ans, et comme si tu donnes pas la même chose. En fait, quand je viens danser pour quelqu'un, pour moi, c'est un peu la cour de récré. Tu vois, moi, improviser sur une thématique donnée, c'est un défouloir, et tant mieux. Et je me laisse complètement guider par la vision du chorégraphe. Je suis pas du tout dans le contrôle quand je suis interprète pour quelqu'un. Et même quand je suis assistant, c'est encore une autre place. Je me conforme mais complètement à la vision du chorégraphe. J'aime bien faire assistant parce que ça me en fait, même si je suis très rigoureux dans ce que je fais, mais je suis quand même dans une certaine détente. Alors que quand c'est chorégraphe, je puise encore plus au fond de moi, parce que j'essaie de, déjà, il faut diriger une équipe. Moi, souvent, quand je chorégraphie, j'ai du monde au plateau, j'aime bien les groupes conséquents. Et forcément, je puise dans un message que moi, je veux passer. Donc, pour moi, il y a quelque chose où je puise. Ça me demande plus. Ça me demande plus. Mais si après, on compile effectivement ce que je fais en tant que danseur, assistant chorégraphe, ou les courts-métrages ou machin, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus. Hmm. Voilà. On va revenir ensuite plus en détail sur le métier de chorégraphe, etc. parce que Ouais. j'ai l'impression que c'est un sujet dans lequel on peut aller un peu plus profondément. Ouais. Mais, euh, mais pour avant revenir un peu sur ton parcours, etc. et surtout sur la situation de maintenant, Mhm. qu'est-ce qui fait que là, t'as pas les 3 ans habituels entre deux pièces pour digérer, etc. C'est que t'as des,
as eu des propositions budgétaires qui font que tu as l'occasion de tout de suite te relancer? Ou alors Ouais. c'est toi juste qui te sens plus créatif et déjà prêt à repartir? Bah, c'est les 2 en fait, je pense qu'il y a eu il y a eu le covid, hein, ça c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y a un effet embouteillage entre ce qui était déjà prévu et ce qui s'est rajouté comme ça au dernier moment. Et puis, par contre, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je sens que je suis dans une dynamique ultra créative où, comme je te dis, en tant que chorégraphe, j'ai toujours eu l'habitude de me dire: «OK, je crée une pièce tous les 3 ans». Et puis là, j'ai eu beaucoup de commandes, depuis 1 an. Tu vois, des commandes, d'intervenir par exemple aux Comores, de créer une pièce pour des amateurs à Aulnay-sous-Bois. Tout ça, c'est réalisé sur les 6 derniers mois. De créer en parallèle une lecture dansée avec un auteur, que j'adore là, que j'ai fait ça la semaine dernière. Enfin, tu vois, il y a eu plein de commandes et par rapport à ces 2 grosses pièces par contre qui sont à part, celle que je vais démarrer en mars, en réalité, ça fait 3 ans, que je l'ai dans Mmh. la tête. C'est-à-dire qu'elle fait un peu suite au solo que j'ai fait en 2018 et je m'étais dit: «C'est un projet tellement ambitieux d'un point de vue technique et tout ça qu'il faut que j'ai les moyens de le réaliser» et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui s'est débloqué et qui m'a dit: Banco, on te suit sur ce projet-là». Sauf que ce projet-là, bah, il devait se faire, en 2020 et puis c'est reporté avec le Covid et entre-temps, on m'a fait une commande d'une autre pièce courte pour un jeune ballet européen à Paris en 2020 et j'ai tellement adoré que je me suis dit: «Tiens, je vais en faire une version longue» et comme le projet prévu en 2020 s'est repoussé à 2022-23, bah, je me suis dit: «Bah, je vais pas rester comme ça les bras croisés, au contraire, je profite de l'élan créatif pour la créer en attendant celle de 2022-23». Voilà. Et du coup, en t'entendant, est-ce qu'on pourrait dire que la créativité, c'est une sorte de jauge que tu as et que là, elle était à full avec les temps d'absence du Covid et que tu peux un Ouais. peu puiser dedans? Ouais. Et est-ce que quelque part, quand tu enchaînes à ce point-là et que tu t'engages sur 1 ou 2 ans en grosse activité créatrice, vu que tu vas enchaîner plein de projets, t'as pas un peu peur qu'à un moment donné, ça s'épuise? Alors, et c'est paradoxal, en fait, j'ai l'impression que plus on crée, plus on a envie de créer. Moi, ça me fait ça un petit peu et qu'il y a des fois où, si je reste en état de veille trop longtemps, bah, il y a un truc qui se ternit un peu, je sais pas comment te dire, pour moi, c'est comme un mode de vie, alors oui, j'ai quand même l'appréhension, tu vois, de ce que tu dis, c'est la moi, j'ai eu la quand, le partenaire en question, c'est, Théâtre de Chaillot, quand ils m'ont validé l'aide en mars-avril et que j'avais déjà le projet en cours 2021, j'ai eu une petite pression, hein. Bien sûr, je l'ai eu, je me suis dit: «Ouh là là, ça fait peur et tout» et puis en même temps, je me suis dit: «Bah, pourquoi avoir peur? Toutes les idées, toutes les choses, ça fait tellement longtemps que je les cogite et elles sont à l'intérieur», tu vois? Je sens qu'elles sont là, pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu de sensation de panne créative. Ça m'est jamais arrivé, tant mieux. Je crois qu'à chaque fois, c'est des projets qui me passionnent tellement, parce que c'est des projets qui sont intimement portés par des convictions, profondes que du coup j'ai pas eu ça, vraiment, tant mieux. Peut-être ça m'arrivera un jour, mais je pense que si ça m'arrivera, je pense que je sais pas comment je serai, mais en tout cas, je c'est pas dans ma philosophie de me forcer à faire les choses. OK. Voilà. OK. Parce que moi en fait, je vais comparer ça avec, les différentes danses que je fais. Ouais, Genre moi, dès que je vais faire, trop de cours de danse, mais des danses différentes, par exemple afro, électro, break et tout ça, genre vite dans ma tête, c'est un foutoir. Je me dis: «Waouh, attends, j'ai trop de matière et tout ça, comment je fais pour m'y retrouver?» Est-ce que toi, ça te fait pareil pour les projets ou pas? Est-ce que tu te perds et des fois tu es en mode: «Attends, ah merde, mais là je suis sur ce projet» et après d'un coup tu dois passer sur un autre projet et tout ça et tu te perds un peu? bah, pour moi, ce que tu énumères, c'est 2 choses différentes. Parce que, par exemple, ce que tu expliques en tant que danseur, moi, je le vis, mais alors maintenant moins, mais je l'ai vécu, mais toute ma vie. C'est-à-dire, commencer la danse classique la même année que le break, puis aller travailler avec des danseurs, traditionnels africains en même temps que je faisais de la house et du contemporain. Enfin, toute ma vie, je l'ai eu, ce que tu expliques là. Vraiment une sensation de schizophrénie de la danse, à te dire: «J'ai trop d'infos, je sais même plus comment trier, quoi faire». Mais ça, c'est le danseur vraiment. Par contre, moi, en tant que chorégraphe, je quand étrangement, quand je rentre dans un studio
que ce soit pour me mettre en scène ou mettre en scène les autres, il y a un truc, je sais pas, pour moi, je pense que la scène, c'est mon endroit de prédilection, quoi. Je m'impose aucune limite et pour moi, les questions d'ordre technique, elles s'effondrent parce que pour moi, ce qui prime, c'est profondément ce que je vais raconter et du coup, pour moi, je suis tellement clair avec, enfin clair, non, j'ai des questionnements, mais en tout cas, je suis tellement omnibulé par le message que je veux passer, que du coup, c'est ce message qui va primer sur la technique. Et finalement, la barrière technique, en fait, je vais passer par plein de choses. Des fois, je me dis, bah, si c'est une énergie contemporaine dont j'ai besoin à ce moment-là, de danse contact, je vais le faire. Si j'ai besoin d'une énergie beaucoup plus brute et break, je vais le faire. Si j'ai besoin d'un jeu théâtral à ce moment-là, je vais le faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment le message porté qui va m'indiquer où se porte le curseur technique. Et alors que du coup, quand je suis en danseur, par contre, ce que tu dis là, c'est plus difficile. Par exemple, moi, la difficulté que tu soulignes là, pour moi, je la vis dans le battle, parce que pour moi, le battle, c'est la chose la plus dure pour moi, parce que c'est comme si on me mettait, vas-y, danse. Mais moi, en fait, c'est comme si un écrivain, on lui dit, vas-y, écris, tu vois? Ouais, mais sur quoi? Et ça, c'est le plus dur pour moi, parce que quand j'ai pas de carcan et que c'est comme ça, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, quand j'ai un message profond à transmettre, et c'est là où se situe l'essentiel de ma créativité et de ce que je fais depuis des années, bah, j'ai pas l'impression, j'ai rarement eu la sensation d'être perdu. Et du coup, pour les battles, tu fais comment? Toi-même, tu t'imposes un thème ou des trucs comme ça? Alors non, je crois que plus le temps passe et plus des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Déjà, c'est très rare le nombre de fois où j'ai bien dansé en battle. Vraiment, c'est pas si souvent. Et les fois où j'ai le mieux dansé, c'est le moment où j'ai totalement déconnecté. Il y a eu un moment de fusion totale avec le moment, avec la musique, avec ce que j'ai ressenti. Et il y a vraiment plus du tout eu de réflexion sur un message, sur ci, sur ça. C'était totalement. En fait, c'est ce que moi j'arrive à faire quand je suis interprète pour d'autres chorégraphes. Tu vois, ça, par contre, quand un chorégraphe me dit danse sur telle thématique, je déconnecte totalement et je pense que c'est là où je suis bon. Et en parallèle, là où j'ai été bon dans certains battles et tout ça, ça a été vraiment ces moments-là où j'ai plus du tout réfléchi à quoi que ce soit. Et je me suis juste laissé porter par l'énergie et ce que m'inspirait la musique à tel moment. En fait, pour moi, ça va se jauger entre ma dose de mental et de non mental. Ce que je veux dire, pour moi, le mental, il vient court-circuiter totalement le lâcher prise, quoi. Et plus je mentalise et moins je danse bien. Et le moment où je démentalise totalement et qu'il n'y a plus que de l'instinctif, bah, et je sens que quand c'est des moments comme ça, bah, ma gestuelle, elle passe. Quand je regarde, j'analyse après avec le recul ces passages-là que j'ai fait, quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça. Bah, c'est une gestuelle qui est totalement hybride de tout ce que je fais. Et tu as l'impression que les moments où tu arrives à démentaliser comme ça, c'est des moments bien précis qui reviennent à chaque fois ou pas? Il y a une sensation, ouais, une sensation d'être, c'est pas des moments précis, mais des sensations, auxquelles j'essaie de me rattacher qui sont, de l'ordre profondément de la vie. Je sais pas, des sensations de vent, de souffle, de plénitude, de calme, c'est un état quoi, tu vois? Où vraiment tu sens que tous tes sens, ils sont en éveil profond et il y a une sorte de plénitude totale. Mais peut-être que je dis ça aussi par rapport à moi, j'ai une gestuelle, tu sais, qui est très liquide, j'aime bien l'eau, j'aime bien rester des heures dans l'eau. Alors tu vois, il y a peut-être, je l'exprime comme ça, mais je pense que chaque danseur a sa manière de l'exprimer. Moi, en tout cas, c'est plutôt des sensations, vraiment de totalement, ouais, je flotte, quoi. Non, ma question, c'était plus, est-ce que tu as besoin d'un environnement particulier pour te sentir, dans ces Ah, sensations-là? mon environnement particulier, je l'aurais jamais en battle, c'est la scène. Vraiment là où mon endroit de prédilection où je me sens en tant que danseur, le plus épanoui, c'est la scène. Mais même quand je suis tout seul sur scène, hein, c'est étrange, je pense que c'est un univers, un espace où je me sens à l'aise parce que je pense que ça a été le premier espace où j'ai évolué étant jeune. Une boîte noire, une scène, même avant un spectacle où il y a personne dans le public, bah, je suis bien en fait. J'arrive à improviser, totalement, lâcher prise. Quand je suis, dans cette boîte noire face à un chorégraphe, je suis pareil, je suis totalement lâché prise et quand je suis sur une scène avec du public, je pense
pense que c'est mon endroit de prédilection, quoi. C'est là où je pense que j'arrive en tout cas, à transcender certains moments pour moi à l'intérieur, vraiment, quand je suis sur scène. Et du coup, ouais, voilà, ça voilà. Je me permets du coup la petite transition vers ton passé, histoire Ouais, que ceux qui te connaissent pas puissent aussi avoir des clés de lecture sur tout ce dont on parle et le parcours, etc. ouais. Mais si la scène c'est l'endroit où tu te sens le mieux, Mhm. est-ce que c'est parce que dès très jeune c'est l'endroit où tu t'es le plus retrouvé? Enfin, nous on lisait des trucs en cherchant un peu dans tes CV, tes biographies, Ouais, comme quoi quand tu as fait le Festival d'Avignon pour la première fois, t'avais quoi? T'avais 10 ans? j'avais 10 ans, ouais. T'avais 10 ans? Ouais, c'était des C'est... souvenirs de fou. Tu peux nous raconter un peu les tout débuts de la scène? Ouais, c'était dingue. Ça me donne des frissons d'y penser. Ma mère, elle a toujours eu un rôle important là-dedans parce que même si elle en a pas fait son métier, elle avait un ancrage très profond avec la culture. Elle travaillait en tant que secrétaire au théâtre de l'Est parisien, donc qui est un théâtre dans le 20e arrondissement à Paris. Et il y a un autre théâtre qui est pas loin, qui est le théâtre de Ménilmontant, heu, donc comme son nom l'indique, implanté dans le quartier de Ménilmontant, qui avait une forte propension à être dirigé vers les créations amateurs et professionnelles. Il y avait un mélange de tout ça, un brassage. Et il y avait une troupe du coup amateur où on était très nombreux, dont faisait partie ma mère, avec un metteur en scène, Didier Braun, qui est décédé maintenant, qui était décorateur, enfin qui était vraiment une boîte à idées, on l'appelait boîte à idées, il créait vraiment des spectacles incroyables avec pas grand-chose et avec une troupe entre guillemets, je dis amateur parce que le niveau pour moi n'était pas amateur, ça portait le nom d'amateur parce que c'était des gens qui faisaient pas forcément leur métier avec ça, mais il y avait des très bons comédiens, tout ça. Et moi, très jeune, bah, j'étais baigné là-dedans. Donc même quand j'étais pas sur scène à jouer, j'étais en coulisses à activer les rideaux, à faire la machinerie, mais la machinerie à l'ancienne avec les grosses cordes où on tire les rideaux. Donc en fait, cette atmosphère du théâtre, vraiment du théâtre, je l'ai connue très jeune et c'est quelque chose pour moi qui était un refuge effectivement parce que comme tout gamin, des fois je suis passé par des phases difficiles et que voilà et que pour moi quand j'étais dans les coulisses en train de regarder comme ça jouer, en train de tirer les rideaux, activer tout ça, la machinerie, ça prenait beaucoup de temps et en même temps après j'allais sur scène, des fois je jouais et puis les premières fois où j'ai dansé sur scène, c'était ça parce que j'ai commencé à danser en parallèle et puis le metteur en scène Didier, des fois il me disait: «Bah là, tu as une scène où tu peux danser». Et c'est vrai que ça a été des souvenirs assez dingues et très tôt avec cette compagnie-là, on est parti effectivement faire Festival d'Avignon en 95 et 98 en off et donc j'avais 10 et 13 ans. C'était des expériences incroyables parce que, pendant à 10 ans de vivre, Avignon comme ça où on fait les parades, la journée, on joue le soir, je collais les affiches, en plus je faisais colleur d'affiches en roller, enfin tu vois? Il y avait tout un truc où pour moi c'était totalement, ouais, c'était un refuge. La scène, c'était vraiment, quand j'allais au théâtre de Ménilmontant quand j'étais gamin, c'était comme quand, un tel va au cours de judo le soir. Moi, j'allais là-bas pour être juste là-bas. Voilà, c'était pas spécialement avec un but. J'étais dans le théâtre, je tirais les rideaux et je voyais les gens et j'étais content d'être là dans l'ambiance. Voilà, il y avait un truc comme ça, ouais. Et vu que par rapport à pas mal de danseurs du milieu, on va dire, hip-hop contemporain pour faire large, qui eux ont démarré tout de suite par les cours et baigné dans la communauté hip-hop, toi j'ai l'impression que c'est avant tout la scène Ouais. le monde de la scène dans lequel tu as baigné. Mmh. Est-ce que du coup, quand tu as fait un peu ton petit bonhomme de chemin et dans les cours de danse académique et dans les communautés hip-hop, c'est quand même resté toujours la toile de fond, la boîte noire, le théâtre, le Ouais. métier de chorégraphe, et est-ce que c'est toujours resté l'objectif? Ouais, alors, chorégraphe, enfin, je l'avais pas formulé comme oui, c'est resté l'objectif. C'est-à-dire que, quand j'ai rencontré les danseurs du 20e et que j'ai commencé à m'entraîner dans la rue, alors eu un profond amour pour, le hip-hop, mais parce que au delà de la danse, je baignais aussi dans l'âge d'or du rap français. Donc il y avait aussi tout ça en parallèle quand même qui baignait, ma jeunesse, mon adolescence et donc qui a pris énormément de place. Mais même, c'était des vies comme si j'avais des vies en parallèle sans en prendre conscience. C'est-à-dire que pour moi, il y avait la rue. On s'entraînait dans la rue, hein, vraiment, entre Porte de Bagnolet, Porte des Lilas, tout ça. Il n'y avait pas de MJC encore. On faisait des spectacles de rue, on faisait quelques battles. Et puis en parallèle, il y avait tout cet univers de la scène qui, pour moi,
Bah, enfin, je faisais pas la différence, mais c'est sûr que en termes d'objectifs, si je devais alors je sais pas si j'avais des objectifs. À l'époque, je faisais vraiment les choses par instinct, mais c'est sûr que pour moi, je m'étais dit: «Mon métier, je veux faire de la scène mon métier». C'était ça mais par contre, quand j'ai été piqué par la danse, c'est sûr que pour moi, je voulais faire mon métier de danseur, mais danseur sur scène. C'était ça et même si je faisais des battles avec mon groupe et tout ça, pour moi, c'était très clair, c'était la scène qui me plaisait et puis qui me permettait aussi de me projeter pour, en vivre, tout simplement. La scène, dans l'histoire de la mise en scène et cetera, elle a été définie de plein de manières en fonction des époques. Enfin, la scène, ça peut être, de la boîte noire à l'intérieur du théâtre qu'on connaît, à, la rue quand des gens font des spectacles de rue, au salon, quand tu fais un spectacle, de magie, devant tes parents. Ouais, Toi, ouais. quand tu parles de la scène, c'est quoi ta définition de la scène? Heu, je sais pas. Bonne question. Bah, parce qu'en fait, je me retrouve dans tout ce que tu dis. J'ai fait des spectacles aussi, pas de magie, mais quand j'étais petit, je crois que j'ai toujours eu le goût du spectacle. Donc la scène, c'est le spectacle. Je faisais des spectacles devant ma famille quand j'étais gamin. Quand j'étais au théâtre de Ménilmontant et que je commençais à danser, bah, je créais mes propres spectacles. J'imitais Michael Jackson. Alors, j'amenais mes potes et puis je faisais des sortes de mises en scène où je retranscrivais le truc, mais j'étais gamin, quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours eu le goût du spectacle. Mais je dois dire quand même que hem, du spectacle, j'ai quand même eu particulièrement le goût de la boîte noire. C'est-à-dire que la boîte noire, elle crée quelque chose, je sais pas, une osmose particulière parce que je suis aussi fan de cinéma, tu vois, en parallèle. Donc je crois que la boîte noire me parle beaucoup. Parce que j'aime bien le spectacle en extérieur, mais ça me transporte je peux pas dire que ça me transporte autant. Et tant quand je le vis moi, en tant qu'interprète, que quand je le vis en tant que spectateur. Quand même, la boîte noire, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on est calfeutré en tant que spectateur, que personne nous voit, on est caché et on vit un truc, intime presque, tu vois? On est, même si on est dans une salle avec plein de gens, bah, en fait, on redevient anonymat, on devient juste des sens. C'est-à-dire qu'on voit, on entend, et personne n'est centré sur notre personne ou sur ce qu'on est. C'est qu'on est totalement, concentré sur les sens. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que je me reconnais pas complètement dans ce que tu dis, dans la perception de ce bâtiment, du théâtre, etc. Mmh. Moi, personnellement, j'ai pas du tout été éduqué. Mes parents m'emmenaient pas au théâtre. La première fois que je OK. suis allé voir des spectacles, c'est quand j'étais déjà intermittent, tu vois. Ah ouais. Et, et pour moi, le théâtre, ça a toujours été un truc un peu bizarre auquel j'ai du mal à croire quand j'entre dans Ah une ouais. salle tu sais, quand j'entre dans une salle de théâtre Ouais. et que le spectacle démarre. Ouais. Soit j'arrive pas à croire à la fiction qu'on me propose parce que je trouve que c'est bizarre un théâtre. J'ai presque l'impression que c'est un monde passé, tu vois, les bâtiments de Ouais, théâtre, je etc. comprends. Et presque je me demande si c'est encore d'actualité ou est-ce qu'il faut pas réinventer les théâtres tels qu'ils le sont aujourd'hui, etc. Mais, Mmh. mais, mais quand je t'entends, j'ai l'impression que vu que toi, tu as toujours baigné dedans, c'est quelque chose dans lequel tu crois encore complètement et qui est encore complètement d'actualité pour toi. Ah ouais, complètement. Mais en même temps, j'entends ce que tu dis et je me suis moi aussi posé les questions, hein, parce que le problème des je vais moi ce qui je pense que le problème, c'est pas le théâtre, c'est l'institutionnalisation des théâtres. Parce que maintenant le théâtre, il devient un quelque chose d'un peu intello, les gens dans la rue, ils osent pas aller au théâtre, mais la vocation du théâtre attends, quand même, moi je viens du 20e arrondissement, qui est plus qu'il était, hein. Mais le 20e arrondissement, historiquement, c'était un quartier ouvrier, où les théâtres avaient vocation à j'aime pas le mot éduquer, mais c'est ça, éduquer un public, c'est-à-dire faire venir le public ouvrier, c'est-à-dire c'était les ouvriers. Où a grandi Édith Piaf, elle a grandi pas loin d'ici, hein. Et Édith Piaf, c'est le théâtre qui l'a fait découvrir, c'est-à-dire le directeur du théâtre de l'Est parisien qui donnait sa chance aussi à des artistes de venir, de se produire quelque part au bas peuple. Et c'était quand même assez incroyable. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère parce que je pense que maintenant ça se termine, mais le théâtre de Ménilmontant où j'ai grandi avait hérité encore de cet état d'esprit où c'était des gens du quartier.
qui venaient danser, qui venaient jouer, tant dans le public que dans les gens sur scène. Et du coup, il y avait un truc vraiment qui était profondément humain. C'est-à-dire que le théâtre aussi, il a ce pouvoir fédérateur. Et je pense qu'on est en perte de ça, et que maintenant il y a un discours qui se perd où en fait, on cherche à amener le théâtre dans la rue parce que les gens, ils veulent plus y aller. Mais pourquoi ils veulent plus y aller? Mais parce que euh, l'institutionnalisation, alors c'est difficile de dire l'institutionnalisation, je vise pas une personne en particulier, mais je vise un système qui a été établi là, qui arrive un peu à essoufflement, où on perd pied avec ce qu'est le théâtre profondément. Il faut arrêter de devenir des intellos et d'imaginer quand on rentre dans un théâtre, c'est machin, parce que du coup, c'est ça qui fait que tu vois, je l'entends tout à fait ton discours et je peux tout à fait l'entendre et le comprendre, que tu arrives dans un théâtre et tu te dis mais je suis pas à ma place ici, c'est un truc totalement intello, déconnecté de la réalité. Mais non, justement, le théâtre, il faut lui redonner. Alors moi, je vais parler vieille France, mais Molière, à la base, c'est ça, quoi. C'est des gens qui viennent de la rue, qui exposent ce qu'est la vie de tous les jours et la rue. Alors après, le but, c'est de le transcender et de l'emmener plus loin. Mais il faut vraiment sortir du côté intello, il faut casser tout ça, quoi. Même si on est des artistes, mais on l'est tous des artistes. Je veux dire, moi, si demain je dirigeais un théâtre, mais je le dirigerais comme moi je l'ai connu à Ménilmontant. Tu vois, c'est faire venir les gamins, c'est tout le monde est créatif, tout le monde est créateur. Et c'est là, et on est capable de créer des choses extraordinaires avec un objet comme ça. Mais il faut, euh, c'est paradoxal ce que je veux dire, il faut désacraliser, tu vois, et en même temps, il faut garder ce côté, parce que c'est un objet pour moi extraordinaire et on peut faire des choses top, mais voilà, mais j'entends totalement ce que tu dis. Tu vois, moi aussi, je me suis posé des questions hein, récemment en me disant, effectivement, il faut réinventer le truc, faut sortir, mais non, je pense qu'il faut réinventer le système, mais c'est pas l'objet en lui-même. Moi, je pense que l'objet de la boîte noire, avec des lumières, avec quelque chose. C'est comme quand tu fais une vidéo. La lumière, elle fait tout. Et c'est pareil, le théâtre. T'es pas comme en extérieur. T'es capable de créer des ambiances avec des lumières, avec des choses. Je parle vraiment des sens parce que dans une boîte noire, t'es capable de tout faire, de créer de la lumière, même des choses olfactives. Tu peux créer plein de choses. Voilà. T'aurais des exemples précis de choses que tu ferais si tu dirigeais un théâtre pour revenir vers cette chose qu'on est en train de perdre? Bah déjà ça, tu vois, je pense qu'il faut pas. En fait, il y a une scission entre amateurs et professionnels, et même quand c'est fait, tu vois, alors maintenant ils aiment beaucoup dire oui, les projets participatifs. Ceci dit, j'en fais moi-même et j'aime bien, mais, euh, mais je pense qu'il faut vraiment mélanger toutes les cartes. C'est-à-dire pas forcément le schéma d'un chorégraphe qui dirige des amateurs. Les amateurs, ils ont le droit aussi. Amateurs, il n'y a pas d'amateurs. Des gens qui n'en vivent pas ont aussi le droit de s'essayer à la mise en scène, ont aussi le droit de s'essayer à la chorégraphie. En fait, on droit à tout. C'est un droit, la culture. C'est pas une caste, tu vois, une caste de professionnels et de non professionnels. Je vois vraiment la chose comme ça. Et en même temps, euh, il y a quand même aussi une certaine élévation. Pour moi, la culture, elle est censée élever un peuple. Donc, aussi, comment tu le fais intelligemment. Même si tu donnes la carte blanche à quelqu'un qui n'en a jamais fait, comment tu l'élèves à avoir une certaine réflexion vis-à-vis de l'artistique, la culture, ce que c'est, un message, comment tu portes un message profond, parce que ça aussi, si je dirigeais un théâtre aujourd'hui, je pense que je serais profondément axé sur le message plus que la forme. Moi, c'est le fond qui m'importe. Parce qu'on a ça aussi, tu vois, comment t'éduquer un public à ne pas être figé juste sur la forme et sur la performance et sur le très beau. Pour moi, c'est pas ça l'artistique, c'est qu'est-ce que tu portes comme message? Tu vois, depuis la nuit des temps, l'humain, il dessinait sur des grottes et puis après, il a créé des spectacles à l'époque des Grecs antiques. Enfin, et tout ça était vecteur de messages profonds. Et c'est ça la culture. Et maintenant, le problème, c'est qu'on arrive aussi dans une monétisation des choses, où du coup, on arrive sur du coup, ça transforme la philosophie de la culture qui perd de son essence. Mais là, je m'égare un petit peu, je pars sur autre chose. Voilà. Il y aurait tellement de choses à faire, mais c'est passionnant de diriger un théâtre, je pense. Mais c'est clair. Et ça me donne envie de te poser la question, qui est une réflexion que j'ai en cours aussi, mais par rapport à où est-ce qu'une fois qu'on a fait ce constat-là,
où est-ce qu'on investit notre énergie en tant qu'artiste, parce qu'en tant qu'artiste, j'ai l'impression que quand même notre capacité première, c'est de créer et de la pensée, et des idées, et de la mise en scène, et des images, etc. Et à la fois, si on ne fait que faire ça, ben on change pas non plus et les espaces et l'institution qui fait pas les choses suffisantes, tu vois, pour amener la culture au peuple. Du Mm. coup, est-ce que toi, personnellement, tu te poses la question de comment est-ce que tu investis ton énergie? Est-ce que tu comptes seulement continuer à faire des pièces, mais du coup au risque qu'elles continuent à ne se produire que dans ces espaces-là? Ou est-ce que tu mets d'autres choses en œuvre pour... Je suis pas. Alors, c'est vrai que je suis pas un artiste très militant. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va monter au créneau et défendre des trucs et machin. Je suis pas un révolutionnaire. Mais je pense que il faut pas sous-estimer la puissance d'une énergie transmise. Avec quelle énergie tu fais les choses en fait? Euh, Quelle énergie tu insuffles dans tout ce que tu fais en fait? C'est-à-dire créer un spectacle, c'est peut-être beaucoup plus de responsabilité que ce qu'on penserait, dans le sens où si on crée un spectacle juste pour se dire ah je vais faire un truc qui va beaucoup tourner, que machin, même si on a tous l'envie, hein, évidemment, mais si à un moment tu te poses la question quel est ton moteur à l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu insuffles comme énergie dans une salle où il y a 300 personnes? Et ça, je pense que je suis peut-être un peu naïf, mais je crois vraiment en cette puissance-là. De changer aussi, quel est ton message profond, tu vois, de réinjecter du cœur, du sensible, dans une société où il n'y a plus beaucoup de cœur et de sensible. Tu vois, on est dans une société de calcul et de mental et de cerveau. Et, euh, et tu vois, qu'est-ce qui te dirige, qu'est-ce qui t'anime quand tu crées des choses, tant pour ce que tu vas transmettre sur scène que aussi les artistes que tu diriges. Et donc pour moi, c'est clair que l'essentiel de ma... Je pense que c'est là où je suis bon. En fait, il faut pas se mentir là où on est bon aussi. Enfin, là où on est bon. En fait, on est bon parce qui nous passionne, en fait. Si on est passionné par quelque chose, bah forcément, on va investir de l'énergie et comme jamais on en a investi. Et moi, c'est ce qui me passionne, vraiment. Après, concrètement, tu vois, par exemple, ma dernière pièce, 2021, je l'ai pas calculé comme ça, mais étrangement, c'est une pièce où je sens, et je l'ai vendue comme ça aussi, c'est-à-dire de me dire, euh, bah, elle peut être totalement jouée en extérieur. Elle peut être totalement en extérieur à même le public parce qu'il y a un truc qui est très brut, très comme ça, et qui fonctionne dans la proximité. Alors, là, effectivement, ce que je disais par rapport à la dernière création qui a été faite, en fait, je l'ai même pas pensé comme ça, mais elle s'est faite naturellement comme ça. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est très brut et très, très rentre dedans, et que je l'ai vu en studio, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, étrangement, il n'y a pas besoin de lumière et tout ça, ça peut se faire comme ça. Et je l'ai fait en studio à la base. Et moi, là, je voulais le faire et c'était juste avant le deuxième confinement. Je m'étais dit aux danseurs, venez, on répétait à Chaillot et je m'étais dit, bon, on va dehors sur le parvis et puis on le balance comme ça, on voit ce que ça donne. Là, je crois que c'est la première fois que j'avais une envie comme ça de, paf, aller l'exploser. Mais peut-être que tu vois, c'est aussi une résonance par rapport à l'actualité et ce qui se passe. Il y a un truc en ce moment qui est très dans cette énergie-là. Et finalement, c'est des histoires de conscience collective, tu vois. Moi, j'hérite aussi de cette conscience collective. Et étrangement, pour cette pièce-là, en tout cas, il y a quelque chose en tout cas, que je produis dans ce sens-là. De me dire, elle peut se faire en intérieur, mais en extérieur, elle fonctionne à brut. Et par-dessus ça aussi, par rapport à la thématique abordée, ça aussi, c'était quelque chose de pas prévu à la base. Mais c'est aussi que j'imagine, sous certains aspects, projet participatif. C'est-à-dire que elle peut être jouée comme ça avec les 7 interprètes de base, mais elle peut aussi être ajoutée d'un groupe qui peut aller de 5 à 15 danseurs dont c'est pas forcément le métier, quoi. Et donc, selon les dates, là par exemple en février, j'en ai une comme ça où je bosse 3 jours avec des gens dont c'est pas le métier. Donc là, je pense que je vais avoir beaucoup de jeunes qui sont dans un foyer, voilà, si tu veux, qui ont des parcours un peu particuliers, quoi. Et donc là, c'est sûr que tu reviens sur un essentiel où tu te dis, bah, la culture, elle a aussi cette vocation-là, quand même, à essayer de les intéresser à ce que, bah, venez, le message, en fait, il nous concerne tous, tu vois. Moi, je suis pas tout seul dans mon studio. Si je fais ça,
s'il résonne chez vous. Et parce que moi j'ai pensé cette histoire comme ça en me disant mais c'est une histoire de société que j'aborde et elle nous concerne tous danseurs, non danseurs, enfin voilà. Tu fais pas mal de projets avec des professionnels et d'autres projets avec des amateurs. Ouais. Euh, Comment tu gères ces différences? Parce qu'un amateur, bah, il va pas savoir faire la même chose qu'un professionnel. Mm. Des fois, ils savent pas danser et tout ça. Comment tu gères? Est-ce que tu as des outils bien précis pour chaque chose? Pour les professionnels, peut-être que tu as une méthode de travail qui revient à chaque fois. Peut-être que pour les amateurs aussi. Comment ça se passe? Bah, ma méthode elle diffère en fonction de chaque spectacle. Si j'ai un spectacle où je sais que je vais avoir beaucoup de danse contact et que les danseurs que j'ai en face de moi, ils n'ont pas l'habitude d'en faire, bah, tous les matins, on va faire des ateliers de danse contact. Voilà, tout simplement. Par exemple, si je sais que c'est un spectacle où va y avoir plus ou moins de la théâtralité et de la voix et que c'est des danseurs qui n'ont pas l'habitude de le faire, bah, je vais commencer à faire des exercices d'impro théâtral, mais à chaque fois en gardant en le plus possible quelque chose de ludique. Moi, je suis pas un acharné du travail. Enfin, si je suis un acharné du travail, mais pas du travail dur. Je pense pas qu'on arrive aux choses dans la dureté. Je pense qu'on arrive aussi aux choses dans le plaisir et dans la bonne humeur et dans le naturel. Tu vois, la danse hip-hop, si elle nous a bien enseigné quelque chose, c'est ça. Le freestyle, c'est le total naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même si tu as travaillé ta technique et tout ça, à un moment, ce qui va primer sur si tu es bon en freestyle ou pas, c'est ton naturel et ton lâcher prise. Pour moi, en chorégraphie, c'est pareil. C'est-à-dire, tu as accumulé assez de connaissances. Moi, j'ai accumulé assez de connaissances dans certains domaines, théâtral, danse contemporaine, hip-hop, pour à la fin me laisser plus guider vers une sorte d'instinct aussi et d'écoute de l'interprète que j'ai en face de moi. En fait, je crois un peu en... Je suis un peu taoïste sur les bords, je crois. Tu sais, le Tao, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi une sorte d'alchimie des choses que t'expliques pas forcément. Mais ça demande pour moi une qualité d'écoute, vraiment. D'écoute de ce que toi, tu as envie de faire profondément, de t'écouter, et d'écouter les interprètes qui sont en face de toi. C'est-à-dire que moi, mon carcan, il n'est pas figé. C'est-à-dire que je m'adapte chaque jour et chaque projet à qui j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je vois leur façon de réagir, je les amène dans mon univers, et selon leur réaction, je réadapte, tu vois, pendant la création. Mais après, forcément, j'arrive avec une idée par rapport à ce que je veux faire. Et pour les amateurs, c'est pareil. Il faut, tu vois, des fois on m'appelle pour un projet amateur, mais en même temps, il y a des amateurs, ils dansent 2 fois par semaine. Tu as des amateurs, ils ont dansé 1 fois dans leur vie. Donc c'est pas les mêmes amateurs. Et des fois, tu le sais pas en arrivant. Donc même si tu le prépares le plus possible, tu demandes à l'interlocuteur, oui, machin, on va faire quoi? Ça se vérifie sur l'instant. Et donc, il y a une question d'instant. Il y a pour moi 50% de préparation, 50% d'instant. Comment tu t'adaptes par rapport à qui tu as en face de toi et comment tu adaptes ta méthode de travail par rapport à qui tu as, quoi. Tu commences à nous donner un petit peu des petits éléments de recettes de ce que ça serait que bien faire ce travail. Pour un peu l'illustrer, Ouais, si ça te dit, on peut plonger très concrètement dans Pulse, la dernière créa que tu as faite, et peut-être la créa à venir, etc., pour parler d'exemples concrets. ouais. Mais du coup, avant de rentrer là-dedans, euh, tu définissais un petit peu ce que c'était qu'un chorégraphe, ou en tout cas que la manière dont toi tu fais ce métier. Mhm. Je vais te poser une question très large, mais parce qu'en même temps, c'est un métier très large qui renferme plein de petits métiers à l'intérieur. Ouais. Mais ce métier de chorégraphe, qui d'ailleurs est aussi des fois mélangé avec le métier de metteur en scène, Ouais. mais pour toi, quel est un bon chorégraphe? J'avais envie de dire, c'est comme le bon et le mauvais chasseur des inconnus. Je sais pas. Il y a, je pense que le bon chorégraphe, pour moi, il y a du 55. En fait, bah, il y a une qualité d'écoute qui est indéniable. Il y a tes connaissances quand même, on va pas se mentir. Même si je parle d'écoute et tout ça, et à un moment, il faut savoir ce que tu fais. Tu vois, si tu te diriges comme chorégraphe, par exemple, qui mélange la danse hip-hop et de la danse contemporaine, il faut profondément connaître ces deux techniques. Il faut savoir voilà, ce que tu utilises. Tu dois connaître tes ingrédients, quoi. Mais pour mieux connaître ces ingrédients pour pouvoir en sortir. Parce que pour moi, un chorégraphe ou metteur en scène, n'importe, c'est quelqu'un qui va sans cesse repousser les limites
de ce qui va être fait. Tu vois, pour moi, je vois un bon chorégraphe comme ça, un chorégraphe qui me fascine. C'est un mec qui arrive à se renouveler et à renouveler aussi le champ chorégraphique, quoi. C'est-à-dire un mec qui va me proposer des choses, je me dis, waouh, ça, j'ai pas vu encore. Alors en même temps, on dit on n'invente rien, mais c'est vrai, mais tu reproposes, tu revisites, les choses, elles évoluent, les énergies évoluent. Et en même temps, ça, c'est une deuxième facette, vraiment, le bon chorégraphe, pour moi, c'est quelqu'un qui est profondément allé, c'est-à-dire un bon chorégraphe, c'est aussi un très bon pédagogue. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive, c'est pour ça que j'ai du mal à croire, tu vois, c'est deux métiers qui sont reliés, pédagogue et chorégraphe. Pour moi, il faut avoir une bonne pédagogie pour diriger une équipe de 7 à 8 personnes. Et j'aime même pas le mot diriger. Tu les emmènes dans ton univers, mais pour les emmener, il faut être profondément à l'écoute. C'est pour ça que je parlais d'écoute tout à l'heure. Et c'est ça être pédagogue. C'est être à l'écoute des gens avec qui tu travailles. Et ça, je pense qu'il faudrait, mais c'est valable pour n'importe quel corps de métier, un bon PDG, quelqu'un qui dirige bien sa boîte, c'est quelqu'un qui est humain en fait. Il faut être un bel humain, je pense. Après, c'est facile de dire, mais euh, Ok, d'accord. voilà, Merci, c'est parle-moi. un conseil. Voilà. Non, mais c'est une question qui est intéressante et en plus, dans nos milieux hip-hop, hybride, contemporain, enfin tout ce qu'on veut, il y a pas vraiment d'écoles qui nous apprennent à être des bons chorégraphes parce que, Ouais. à la limite, il y a des écoles techniques qui nous apprennent à avoir un bon coup de pied en danse classique et à faire 3 ou 4 tournées de 90, tu vois. Mais c'est rare les écoles qui abordent ces questions-là de comment être créatif, comment organiser ce métier, comment organiser des plannings, comment machin, comment tout ça. Et, euh, et du coup, je pense que c'est une question dont il faut parler entre nous tous pour s'aider les uns les autres. Je reviens sur un point de ta réponse. Tu disais que la connaissance, c'est important pour toi, et tu parles autant de connaissances historiques que techniques. Euh, Est-ce que du coup, pour toi, j'en parlais hier avec des danseurs qui me demandaient si ça me paraissait important de se cultiver et d'aller voir ce qui se fait en termes de spectacle et d'étudier l'histoire du spectacle pour ensuite pouvoir en créer. Et j'ai l'impression qu'il y a les deux réponses un petit peu possibles, c'est-à-dire que tu en as aussi qui font des pépites justement parce qu'ils ne connaissent rien. Est-ce que toi, ta manière de travailler, c'est plus en réaction par rapport à ce qui existe déjà, vu que tu as déjà une bonne culture de l'art? Alors, ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Je pense que des fois, quand tu vas trop voir de choses, ça te perd. Quand je dis une bonne connaissance, c'est une connaissance technique, moi je parlais, pas forcément historique. Je disais technique parce qu'à un moment on fait du corps et diriger le corps de l'autre, quand c'est pas toi, il faut être passé par là pour pouvoir bien le diriger. C'est ça que je disais. Après, historique, et c'est-à-dire aller se cultiver et tout, oui, mais je pense pas que c'est le plus Moi par exemple, je vais plus souvent au cinéma que dans une salle de spectacle. Le cinéma m'inspire plus que le spectacle. Et je pense que un bon chorégraphe, ça se joue pas au nombre de spectacles qu'il aura vu, au contraire, parce que je pense que quand tu te concentres trop sur ce qui t'a été fait, tu vas commencer à mentaliser. Euh, ça a été fait, ça si. Alors, je dis ça, moi, il y a quand même des fois où je me dis, ah ça, j'ai jamais vu. Je pense que c'est un truc qui m'éclate de faire parce que parce que je l'ai pas vu en tout cas. Ça, oui, je me le dis en me disant, ah ouais, je crois que j'ai pas vu, ça m'éclate de pouvoir le tester. Tu vois, c'est comme tester quelque chose, un jouet que personne n'a testé encore, quoi. Euh, mais après, oui, ouais, dans la connaissance historique, ça peut, hein, de toute façon, je pense que plus t'as de cartes en main et plus c'est des avantages, mais il faut absolument pas mentaliser. Je reviens encore sur ce thème-là. C'est la même chose pour un danseur ou pour un chorégraphe. Même si tu connais plein de choses, tu as de la technique et tout ça, à un moment, ce qui va prévaloir, c'est pas ça, c'est le fond. C'est comme un mec sur scène qui sait faire plein de vrilles, qui est ultra technique, c'est génial. Mais par contre, un mec, des fois, qui lève juste un doigt, il a tellement senti la manière dont il a levé le doigt qu'il va t'électriser une foule. C'est juste ça que je veux dire. Et c'est pareil pour la chorégraphie, c'est-à-dire que à un moment, tu peux faire énormément de beaux et de choses ultra techniques, de portée de fou, de machin et tout ça. Si ton fond, de l'essence même est pas creusé,
pour moi, je le sens en fait, c'est une belle coquille vide. Et à un moment, ce qui va primer derrière, est-ce que tu as des tripes, est-ce que tu as des couilles en fait. Voilà. Et donc concrètement, tu parles du message de fond qui est à ne pas perdre de vue. Ouais. Dans ta dernière créa Pulse, c'est quoi le message de fond? Eh ben, c'est un message très sociétal. Alors pourtant, j'aborde plutôt souvent des messages qui sont d'ordre, on va dire, spirituel, réflexion de la vie. Et là, c'est plus un message sociétal. Quand on m'a fait une commande en 2020, donc c'est l'AID qui m'a fait une commande pour le Jeune Ballet Européen d'une pièce courte. C'est comme ça qu'il est né le projet. C'était début 2020 et j'avais une semaine pour créer une pièce, de 8 minutes avec, 18 danseurs. Et je me suis tout de suite posé la question parce que moi j'avais été à l'AID 20 ans auparavant. Je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, c'est comme se regarder dans un miroir 20 ans après. Qu'est-ce que, cette en fait, j'ai réfléchi tout de suite à une thématique qui pourrait, vraiment résonner profondément avec ce qu'ils vivent. En me disant: «Qu'est-ce que leur génération vit et qu'est-ce que je peux aborder avec eux qui leur parlerait, quoi?» Et je me suis tout de suite posé la question de performance et de compétition, parce que j'ai l'impression que les danseurs aujourd'hui, ils sont 10 fois plus que ce qu'on était nous, qui sont encore plus soumis à la théorie de se vendre sur les réseaux sociaux, les machins, les ci, les ça. Ils sont plus soumis du coup à une sorte d'état d'esprit de compétition en fait, pour moi qui avait pas autant avant. Et du coup et je me suis dit en dézoomant plus largement, c'est aussi un problème de société bien plus large. On est dans une société maintenant où ce qui prime, c'est la performance, c'est la compétition, c'est vendre plus, c'est ci, ça. Et ça ça émane des énergies dans toutes les couches de la société, tous les corps de métier, quoi. Et donc la danse n'est pas exempte de ça. Et du coup, je suis parti sur des exercices tout simples d'impro, bah tiens, j'ai un corps qui pose là, et puis l'autre qui passe devant l'autre, et puis l'autre, mais ils ont tous des manières différentes de passer devant les autres. Il y en a qui vont le faire avec le sourire, d'autres pas du tout. Donc du coup, tout de suite, ça crée aussi des variations de profil psychologique vis-à-vis de cette situation donnée. Et puis par rapport à ça, j'ai mis aussi une pulse qui s'accélère, c'est-à-dire que le BPM sur 30 minutes, il s'accélère de plus en plus. Et forcément, ça crée une urgence, c'est-à-dire qu'aussi, tu te dis que cette course-là, qui va de plus en plus, on le sent là dans la société actuelle, tu te dis, on va vers où en fait? Est-ce qu'on fonce dans le mur? Tu vois, c'est ça aussi que je me suis dit. Et à un moment, littéralement, alors là, je spoil un peu le spectacle, mais littéralement, ils foncent dans le mur et ils sont hyper contents d'aller s'exploser la tête dans le mur. Mais comme je voulais pas non plus terminer, pour moi, le but, je suis pas non plus pessimiste au point de me dire que voilà, je suis collapsologue, non, pas du tout. C'est aussi que je pense qu'il y a une autre forme de conscience qui est en train de naître là dans notre société, et j'en suis très content, de gens qui prennent la tangente vis-à-vis de ce système de compétition et qui vont complètement sur autre chose, qui sont sur une autre énergie. Et donc, tu vois, bah, à côté de la scène, quand il y en a qui s'explosent dans le mur, bah, il y en a une qui prend pas le départ de la course et qui démarre quelque chose de mais totalement ultra lent, dans la lenteur que personne n'a fait jusque-là, et qui, elle, prend son temps et insuffle totalement une autre énergie durant, une autre partie de la pièce. Voilà, c'est comment aussi, certains gens, vis-à-vis d'un système imposé et une course frénétique, aussi arrivent à avoir la force d'esprit pour s'en détacher et ne pas prendre le départ de cette course vers rien du tout, quoi. Voilà. C'est drôle parce que quand moi je vais voir des spectacles, notamment là il y a pas longtemps, je suis allé voir 4 tendances où c'était plusieurs chorégraphes qui présentaient leur spectacle. Et je sais pas, j'ai pas l'impression, enfin, je vois qu'ils abordent un thème, mais j'ai pas l'impression que c'est non plus un message qu'ils veulent faire passer. Et je refuse de croire à ça dans le sens où je me dis pas que quand tu vas voir une créa, le but du gars à la fin, c'est de t'ouvrir les yeux sur tel truc de la société ou des choses comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que en t'entendant, t'as un peu l'envie avec plus je sais pas, d'ouvrir les yeux à toute la nouvelle génération et un peu de sauver le monde, en fait, j'ai l'impression. Et du coup, ça me, je me pose des questions de, toi, c'était quoi ton objectif en faisant Pulse? Moi, mon objectif premier, c'était, avant le public, c'était eux, les danseurs, les jeunes interprètes. C'est-à-dire de me dire, il faut que ça résonne en eux. Et ils se sont tellement bien approprié la thématique, c'est ça qui m'a donné d'envie de faire une version longue. C'est pour ça que je disais que c'était un projet qui n'était pas prévu au départ. J'ai créé cette version de 8 minutes et ils se la sont appropriée avec tellement de puissance que je me suis dit, putain, j'ai envie de bosser plus. Et du coup, j'en ai pris sur les 18.
Je me suis dit: «Je vais pas pouvoir prendre 18», j'en ai pris 4 que j'ai assemblés avec 3 danseurs que je connaissais et on est parti pour faire une version longue de 50 minutes. Par contre, je suis pas dupe de ce que je fais, c'est-à-dire, même si moi j'ai des convictions profondes et ça m'anime, je ce serait naïf de me dire: «Je vais révolutionner le monde avec une salle de spectacle», je peux pas. Par contre, surtout que même si moi je l'ai pensé d'une manière très concrète, après le spectacle, je laisse aussi une certaine distance. C'est-à-dire que le message, il est assez concret, mais quand tu regardes le spectacle en bout de course, tu sens la thématique globale, mais t'es pas obligé de te faire tout le fil conducteur de A à Z. Tu peux aussi, toi, avoir une certaine lecture. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand tu regardes un spectacle qui a été profondément pensé avec un message, bah, toi, en tant que spectateur, tu le sens. Et même si tu vas jamais voir de spectacle, quelqu'un qui a jamais été voir de spectacle de sa vie, tu le poses dans une salle, je suis quasiment sûr que si tu le poses devant une belle coquille vide, un beau spectacle, il va faire waouh, c'est beau, mais que derrière tu lui poses un truc avec des tripes où ça a été profondément ressenti, mais il va le ressentir lui aussi. C'est évident. Et même si l'histoire, il va peut-être se la raconter à sa manière, en tout cas, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ne pas sous-estimer la puissance d'une énergie transmise. C'est-à-dire, il faut, voilà. Hmm. Je réfléchis à comment je vais te formuler ma question. En lisant ton autobiographie, on a vu que tu disais t'inspirer de littérature et de pas mal de philosophie, entre autres de lecture de Lao Tzu. Tu nous disais que Ouais, tu étais un peu taoïste sur les bords, tu as cité Marguerite Duras, etc., qui a l'air de t'inspirer parce que tu as fait un projet vidéo dessus. ouais, ouais. Une question que je me pose super souvent pour ce qui est de la mise en scène et justement de la création du spectacle, c'est comment est-ce que ça se passe très concrètement pour, euh, pour faire passer une idée qui s'exprime avec des mots et pour la transformer en quelque chose de très concret qu'on voit sur scène, mais dans un langage si abstrait qu'est la danse, tu vois. C'est intéressant. Alors, en plus, là, en ce moment, je suis en plein dedans. Je fais une lecture dansée avec un auteur, là, donc je suis en plein dedans. Effectivement, Marguerite Duras, dans le passé. Alors, Marguerite Duras, c'était plus concret parce que c'était du cinéma et j'ai carrément mis son texte sur la vidéo, donc ça, c'est plus du concret. Par contre, effectivement, ce que tu soulignes là, c'est intéressant. Moi, j'avais fait un spectacle Akasha qui était vraiment sur une thématique toute basique que tout le monde a fait, qui sont les éléments, terre, eau, feu. Mais je revenais d'un voyage au Népal où vraiment ça m'avait fasciné comme il vivait en osmose et en fusion avec la nature, tu vois, et comment à un moment l'humain est en fusion totale avec son environnement dans certaines philosophies, et notamment dans le taoïsme. Je me souviens d'un texte qui m'avait inspiré pour cette pièce où il y a un mec tout est métaphorique, mais il est dans un tourbillon, tu vois, d'eau, et quand il sort, il y a un autre homme qui le voit nu sortir de l'eau. Il dit: «Mais comment tu fais pour pas te noyer?» Il dit: «Bah, je me laisse juste emporter par le Tao de l'eau sans réfléchir», c'est-à-dire effectivement ce qui est une métaphore du mental, c'est-à-dire il n'y a plus de mental, il se laisse totalement porter par les choses pour être totalement en fusion avec l'élément eau. Et après, par rapport à ça, moi, j'ai traduit de manière très concrète. J'avais 5 danseurs et je les ai toujours mis en danse contact. Et en fait, pour moi, c'est comme si c'était un seul et même atome qui évoluait au gré de l'eau, de l'énergie eau, et énergie feu des fois, énergie vent à d'autres moments. Et à certains moments, dans ces 5 danseurs, tu avais certains éléments plus forts que d'autres selon leur gestuelle, plus vent ou plus eau, plus feu. Mais vraiment, je me suis dit: «OK, je vais former un seul et même groupe comme un atome qui évolue au gré de ces éléments-là». Et pour moi, je me suis dit ça, c'est-à-dire, en fait, dans le taoïsme, ce que je comprends, ce que je sens, et c'est pas ce que je comprends, c'est ce que je sens dans les lignes que je lis, c'est qu'en fait, à un moment, il y a pas de mentalisation, c'est-à-dire le corps devient totalement eau, le corps devient totalement feu, et ainsi de suite. Et pour moi, je me suis dit: «C'est ça, en fait», c'est-à-dire, c'est cette boule d'énergie des 5 danseurs qui devient eau à un moment et totalement liquide, qui devient vent à un moment parce que ça traverse partout et ça revient là et ça crée, enfin voilà, c'est jouer avec les énergies en fait. Donc ça, c'est par exemple un exemple de traduction. Et après, j'en ai eu d'autres avec Gardien du temps, où là j'étais inspiré du roman Les 7 plumes de l'aigle d'Henri Gougaud. Mais là, c'est encore une autre histoire avec des pierres et des hommes, enfin voilà, c'est un autre aspect. Et là, dans la prochaine pièce que tu t'apprêtes à faire, euh, quel est le fond? Quel est le fond? Je m'apprête à parler de l'handicap de cœur. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une société qui a perdu son cœur, qui a plus accès aux sensibles, qui ne fonctionne que
Par le mental et le cerveau. Donc, comment c'est, un groupe qui vient faire un festin et ils viennent tous autour de la table pour, manger leur cœur ou peut-être, qu'il y en a certains qui ont oublié qu'ils avaient un cœur ou certains qui ont perdu leur cœur et qui fait que tout ça, ça déraille. Tu vois? Un mec qui a plus de cœur et ben, il fonctionne qu'avec son cerveau et sa tête se décroche et son corps court après sa tête. Enfin, tu vois? Tout ça, ça crée un monde totalement désorienté où en fait les personnages, ils ont plus de cœur en fait. Et par contre, tout ça influe sur l'environnement extérieur. C'est-à-dire quand tu as plus de cœur, tes sens ils changent. Donc c'est-à-dire qu'à un moment les choses deviennent ternes et sans couleur. En fait, tu perds la couleur aussi, la notion de couleur là-dedans. Et comment aussi va se faire le chemin inverse, le reverse, comment tu vas retourner retourner vers le cœur. Voilà. C'est Et, un peu la thématique de fond. et je sais que dans tes pièces, tu travailles beaucoup l'interprétation, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Ouais, Pour l'interprétation, comment tu travailles? Est-ce que enfin moi en tout cas dans l'une des seules créas que j'ai faites, ouais, on s'est tous créé des personnages bien précis ouais, pour comprendre comment réagir par rapport à celui-ci. Est-ce que ouais. toi tu travailles comme ça? Tu crées des personnages pour chaque personne? Tu, Alors tu- ouais, ouais. En fait, je l'ai. Alors là, sur la dernière pièce, ouais, j'ai vraiment fonctionné comme ça, c'est-à-dire que il y avait une situation donnée, et chacun se l'appropriait instinctivement d'une manière différente, parce que tout le monde est différent. Et du coup, moi, après, dans ce que je percevais chez eux, j'ai surligné ce que je voyais déjà en gras. C'est-à-dire, je voyais bien que, par exemple, Cassida, quand elle le faisait, elle se marrait vis-à-vis, alors qu'il y en a un autre qui est vraiment dans la manière de passer, qui est très frontal et très brut, et qui est étrangement, qui est danseur crump, étrangement. Donc forcément, ça crée un personnage qui est plus de l'ordre de la prédation, alors que celui qui vis-à-vis d'une situation violente, il se marre, ça crée autre chose. Ça crée un personnage qui est peut-être dans l'inconscience totale de ce qui est de la situation posée. Donc en fait, juste des variables de réaction comme ça instinctives, moi après je vais les pousser. C'est-à-dire qu'après, je leur ai donné des adjectifs sur ce qu'ils étaient. Par exemple, Erwan, qui a un côté tellement gentil, des fois presque naïf et suiveur, vraiment. À un moment, je me suis dit, mais lui, c'est comme un mec qui a vu de la lumière et il est rentré là, et il sait pas par où. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, quoi. C'est-à-dire que je suis le mouvement, mais je sais pas pourquoi. Parce que la masse me dit de faire ça. Donc en fait, tu vois, il y a plein de variables possibles vis-à-vis de cette situation de compétition, de celui qui est vraiment acteur et qui veut y aller, celle qui le fait en se marrant et qui est inconsciente, l'autre qui le fait parce que tout le monde le fait. Et du coup, par rapport à tout ça, si tu tires à l'extrême ces côtés-là, bah, ça crée des personnages antagonistes. Et forcément, après, ce qui est intéressant, c'est toute la galerie de personnages, parce que quand tu les mets les uns à côté des autres, celle qui se marre, mais celui qui se marre pas du tout, qui est violent, et l'autre qui suit un petit peu comme ça, bah, tout de suite, t'as ta gamme de personnages. Et puis après, bah, le jeu, c'est comment les diriger effectivement là-dedans. Pour moi, j'aime bien penser qu'il y a corps et voix. C'est-à-dire que à un moment, une intention donnée, elle se décuple si tu y rajoutes la voix sans rajouter forcément du texte, mais en tout cas de la possibilité de voix. C'est-à-dire si vraiment la situation te fait marrer, vas-y, marre-toi. Mais qu'est-ce que ça fait aussi dans le corps si tu te marres en même temps? Enfin, tu vois, du coup, c'est un interprète de A à Z qui est dans le corps et dans la voix. Et donc, pour finir aussi, des fois, ça m'est arrivé sur Pulse d'inviter aussi une metteur en scène qui m'a fait, tu vois, une de celles dont on parlait, qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 13 ans. Et elle est vraiment super parce qu'en direction d'acteur, elle est top. Et elle est venue 2 séances bosser avec eux, où aussi, elle a des outils que moi, j'ai pas. Et même en 2 après-midi, ce qu'elle a fait avec eux, ça a fait faire un bond en avant aussi, tu vois. Hmm. Dans, dans la conscientisation des traits de caractère, comme ça, pour créer de l'épaissité dans la pièce, de l'épaisseur, pardon, et que tu fabriquais des personnages, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe uniquement dans ta méthode sur le moment, dans ce que tu perçois et aux réactions que tu as, ou est-ce que tu as une manière de travailler euh, avec beaucoup de temps en amont où tu vas te poser chez toi, poser sur le papier des choses, écrire, je sais pas, le fond de la pièce, les histoires des personnages, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant d'arriver sur scène, ou est-ce que c'est plutôt que du vivant que tu injectes sur le moment en fonction de comment tu le sens? C'est les deux. Alors, c'est vrai que j'écris beaucoup en amont sur, en tout cas, mais j'écris beaucoup en amont sur le sens de la pièce, le point A et le point Z, quoi. C'est-à-dire d'où je pars et là où je veux que ça arrive et par où je vais passer.
Et dans cette histoire-là, il y a forcément on va dire, des personnages prédominants, tu vois, selon les histoires. Et donc, même si je les détermine en amont, il y a aussi une part que je réadapte quand j'arrive en studio. Parce que des fois, j'imagine des choses prédominantes, par exemple, sur un groupe de 6-7, je vais imaginer des choses prédominantes chez 2 ou 3, et les 4 autres, je sais pas encore trop. Mais quand je vais arriver en studio, ça, tout de suite, en fait, c'est comme si j'avais des blocs, tu vois, des balises, et après, les autres, ils s'insèrent dans les balises et ça se fait, tu vois. C'est-à-dire après, donc c'est pour ça que je disais, il y a du 50-50. Il y a beaucoup de choses que j'écris en amont. Là, sur la prochaine pièce, il y a des personnages, pour moi, ils sont déjà très définis. En tout cas, j'en ai 2 ou 3 qui sont très définis. Mais je vais avoir 6 interprètes ou peut-être 7. Donc il y en a 3 qui sont moins définis. Je sais quel est leur rôle à peu près, mais voilà, ça va se peaufiner pendant le temps de création, forcément. Et tu sais quel rôle va aller à quelle personne déjà? Alors ouais, sur la prochaine, ouais. Alors que pourtant, sur Pulse, ça s'est pas fait comme ça. Tu vois, sur Pulse, par exemple, comme c'était une commande pour le jeune ballet que je les connaissais pas, j'ai découvert ce qui étaient les interprètes en même temps que je créais les choses. Sauf après, quand j'ai rajouté Mégane Després, par exemple, une danseuse que je connais bien, quand je l'ai ajoutée, je savais pertinemment pourquoi je l'ajoutais et quel type de rôle. Quand je connais vraiment les gens, oui. Et là, par exemple, sur la prochaine, c'est le cas. Il y a Rasco qui est dedans. Euh, Lui, enfin, pour moi, c'était une évidence sur cette prochaine pièce qui est complètement loufoque sur un ton presque Tim Burton, quoi, tu vois, et loufoque. Pour moi, Rasco, il est complètement loufoque. Et j'ai vraiment une manière de le penser sur scène, lui. Après, je peux aussi me tromper. C'est là où je me dis, il faut toujours être fluide et dans le Tao là-dedans et se dire, j'ai une part d'adaptabilité. Et ça se trouve, lui, il va pas se sentir à l'aise là-dedans et il va falloir que je me réadapte. Ça aussi, c'est une possibilité. Pour terminer la conversation, vu qu'on arrive sur la fin, j'avais envie d'aborder le sujet dont tu nous as parlé juste avant l'interview parce que c'est aussi lié de l'hybridité et comment on en parle et ce qu'on en fait aujourd'hui. Ouais. Dans la plupart des formations hip-hop, par exemple, enfin, c'est le cas des formations à Bordeaux, entre autres, on parle beaucoup de la volonté de former des danseurs hybrides à partir de leur dominante de hip-hop. Et c'est un terme qui est flou parce qu'il a voulu dire plein de trucs différents en fonction des époques. Et autant quand ça a démarré, ben, être hybride, c'était faire des frises sur les mains, mais en pointant ses pieds comme les danseurs classiques. Et c'était si binaire que ça, tu vois. C'est vrai. Et, et autant, et autant aujourd'hui, ça peut vouloir dire différentes choses. Et à la fois, j'avais l'impression que toi, c'était un terme qui commençait à te fatiguer un petit peu justement du fait de son côté fourre-tout. Alors, alors, il me fatigue. Non, c'est pas. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est-à-dire que l'hybridité, c'est pas construit de la même manière. Je parle de ça, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais moi, je commençais ça il y a 20 ans. L'hybridité, c'est construit par la force des choses il y a 20 ans, et maintenant, elle devient presque surfaite des fois. Donc ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, moi, j'interviens dans ces centres de formation et je dois leur dire, parce que maintenant, ils sentent que dans les auditions, on va prendre des danseurs hybrides, que ci, que ça, que c'est ce qui marche et qu'on se forme à ça. Et l'hybridité, il y a 20 ans, moi, je l'ai faite, mais à contre-courant, quoi. C'est-à-dire, quand j'allais en cours de classique et que je disais que j'étais danseur hip-hop, mais je sais que des fois, celui-là, on me regardait pas bien, quoi. Et quand j'allais à Châtelet m'entraîner en break et qu'il y en a qui savaient que j'étais danseur classique, c'était mes potes, hein. Ouais, la danseuse classique, le machin. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à contre-courant profondément. Et c'était pas quelque chose de courant. Et moi, je l'ai fait par passion parce que j'étais autant passionné par Baryshnikov que par Karim Barouch. Et c'était mes inspirations vraiment. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas calculé. C'est-à-dire, je faisais ce qui me passionnait. J'étais passionné par. Je regardais Barouch dans Actual Force et Baryshnikov et je me disais, ah, ça me passionne, je veux le faire. Voilà. Et donc, avec les années, ça a créé une gestuelle hybride de ça. Alors que maintenant, la démarche, elle est différente. C'est-à-dire, les gens, ils vont se former, mais des fois, du coup, ils le font comme une recette, ils l'appliquent comme une recette et ils enlèvent la passion. Par exemple, moi, je me souviens, il y a 3 ans, j'intervenais chez Revo et je me disais, putain, mais les mecs, et je leur parlais et tout ça, je leur dis, mais vous êtes danseur hip-hop à la base, ouais. C'est-à-dire, t'attends, mets un son qui groove de fou. Et je me souviens, je me les avais emmenés en soirée. Je leur avais dit, mais les gars, venez, on va en soirée, on va kiffer du son, tu vois.
Et à un moment, c'est juste ça, à un moment reconnecter avec la passion. En fait, pour moi, la vérité, elle est dans la passion. Si ça te passionne, mais il faut pas que tu perdes ça de vue. Sinon, tu viens dans quelque chose de surfait, quoi. Et après, le deuxième chapitre par rapport à l'hybridité, j'en parlais en tant que chorégraphe, mais là c'est autre chose. C'est-à-dire le fait que cette hybridité maintenant, c'est quelque chose de totalement accepté par la génération actuelle, et tant mieux, parce que c'est quand même des esprits qui sont peut-être beaucoup plus ouverts qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire il n'y a plus de jugement de valeur sur tu fais telle danse ou telle danse, les gens sont ouverts à tout et tant mieux. Et je trouve que des fois les institutions ont un train de retard là-dessus sur mais ton spectacle il est hip-hop ou il est contemporain? Mais on s'en fout en fait. Franchement, des fois ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce que je m'en tamponne en fait de s'il est hip-hop ou il est contemporain? Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça t'a raconté quelque chose? Est-ce que ça t'a pris aux tripes? Tu vois? Mais et du coup, ils sont sur des questionnements qui pour moi c'était il y a 20 ans ça. Aujourd'hui, les nouvelles générations, le futur, c'est des gens de plus en plus qui vont mélanger. Et tu vois, moi je trouve que des fois on a un train de retard, surtout dans le milieu de la danse, à se dire mais c'est hip-hop, c'est contemporain, c'est classique, on s'en fout. En fait, c'est qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu as des tripes pour faire quoi. Et par exemple, je trouve que les circassiens ont un temps d'avance là-dessus. Les circassiens, quand tu vas les voir, c'est du spectacle. C'est-à-dire des fois, tu regardes un James Thierry, tu te dis, je sais pas si c'est du mime, de la danse, du théâtre, c'est tout, mais c'est extraordinaire. Et j'aimerais que les choses, enfin, c'est en train d'évoluer dans ce sens-là. Mais des fois, j'aimerais que ça avance plus vite dans les mentalités, que ça soit pas juste les danseurs de la nouvelle génération qui pensent comme ça, mais l'ensemble des institutions et des gens qui dirigent les hauts lieux, les machins, ça y est, en fait, abandonner les barrières, les cloisons, ça y est, on crée du spectacle, quoi. C'est drôle parce que il y a 2-3 jours, j'avais eu cette discussion avec des danseurs de Revo. Ouais. Et on se disait que je connaissais peu de danseurs hybrides qui me touchaient dans ce qu'ils proposaient. Dans le sens où il y a un truc que j'aime bien quand je vois un danseur, c'est de reconnaître sa touche, sa Oui, signature. Et je trouve que quand je vois des danseurs, surtout ceux qui vont en formation, tout ça, on leur apporte tellement de contenu, qu'au final, même eux, ils savent même pas d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils venaient chercher à la base, en fait. Et pour moi, un bon danseur hybride, c'est celui qui va avoir sa dominante. Il a déjà sa petite touche et après, il va aller chercher d'autres danses et il va mettre sa touche dans ses autres danses, tu vois. Et souvent, on peut trouver un truc de non, on prend tout pour créer notre signature. Mais j'ai l'impression que ça marche pas comme ça. c'est vrai. Moi, j'ai pas ta capacité d'analyse. À chaque fois, je fonctionne, comme je dis, à la passion et des fois, je me pose pas trop les questions. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, un danseur qui sort du lot, c'est un danseur qui est lui, quoi, en fait, profondément lui-même. Et ça, c'est vraiment ce que nous apprend le hip-hop pour le coup, et pas les danses académiques. Et pour le coup, je sais de quoi je parle, hein. J'ai fait énormément de cours de danse classique, de jazz, et j'ai adoré ça. Mais dans le cours de jazz et de classique, on t'apprend à être bien placé et à bien reproduire un état de corps ou des choses et tout ça. La danse hip-hop, ça t'apprend à être profondément toi-même. Et pour moi, et c'est là où pour moi les danseurs hybrides effectivement mais dans n'importe quelle danse, pas que les danseurs hybrides, les breakers, c'est des gens qui sont profondément eux-mêmes. C'est comment tu vas t'approprier ton corps, ta gestuelle. Mon corps n'est pas le même que l'autre et je vais jamais pouvoir faire ce que fait l'autre. Donc, ce que me propose mon corps, c'est ce que je dois développer et au-delà d'une technique donnée, je pense. Et des fois aussi, ça c'est très vrai ce que tu dis, c'est que maintenant les générations actuelles, ils ont tellement accès au savoir qu'ils sont perdus dans ce savoir. Alors que nous, quand on a commencé, moi j'ai plein de lacunes en break, tu vois, il y a plein de choses que j'ai pas su faire parce que il y avait pas de grands pour nous les expliquer, il y avait pas YouTube, il y avait pas machin. Par contre, on a développé autre chose. C'est-à-dire que quand tu ne butes pas à travailler une technique, tu te butes à inventer des choses. Et du coup, ça crée une autre dynamique, une autre réflexion. D'accord, d'accord. On arrive sur la fin Ouais, de cette conversation. ouais, On a un petit rituel, nous, c'est que tu as le droit, voire le devoir, ouais. de nous transmettre un sujet ou une question pour la prochaine personne qu'on va interviewer après toi. Ah, trop intéressant. Super. Et la personne qu'on va interviewer après toi, c'est Pierre B-Boy Punisher, Ah ouais, putain. tu Ah ouais, vois, de fou. Ouais, ok, ok. un, Ah, putain. un phaser, un technicien Ouais, légendaire du milieu du break. de fou, ouais, Entre autres, un des humains qui fait le plus de tours sur une main, c'est vrai. entre autres, mais qui a aussi toute une philosophie derrière sa manière de s'entraîner et tout. Ouais. Quelle question ou quel sujet t'aimerais qu'on aborde avec lui?
Pouah, j'aimerais presque la faire avec vous, ça m'intéresserait trop en fait. Vas-y, j'ai un Bordeaux. Euh, alors attends, je réfléchis. Euh, ouais, mais c'est un peu basique cette question. Qu'est-ce que tu estimes être ta part d'artistique dans ce que tu fais? Est-ce que tu estimes que parce que il a une danse tellement athlétique et tellement incroyable, où est ta part d'artistique et de créatif? Parce que la danse hip-hop, c'est ça, c'est un mélange d'athlétique et d'artistique. Donc, est-ce que tu estimes déjà ça, que tu as une part d'artistique? Et si oui, où est-ce que tu estimes qu'elle est, à quel endroit dans, dans ton approche, dans ce que tu transmets, dans ce que tu vis? À quel endroit se place ta part d'artistique et de culturel? Hmm, C'est beau. c'est beau. J'ai essayé, en tout cas, ça m'aurait intéressé, tu vois, je pense que je vais l'écouter, je serais curieux. Trop bien. Naïs. Écoute, avant de te dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on trouve le travail de ta compagnie? Parce qu'on n'a même pas donné le nom de ta compagnie et on connaît ton nom, mais... Alors, anciennement, donc maintenant anciennement c'était Compagnie 20e Tribu, qui est le groupe avec lequel j'ai grandi, qui est devenu Compagnie du Poisson Buffle à présent, donc qui est le nom de ma compagnie, et donc qui est accessible sur le site www.poissonbuffle.com, tout simplement. Et sinon, sur les réseaux sociaux, à François Lamargot, sur Insta, sur Facebook, en général, il y a toutes les actus dessus, quoi. Trop Voilà. bien, Naïs. Merci François. Grave. Avec plaisir, merci à Cool. vous, c'était hyper intéressant. Super chouette. Super. À bientôt. Ouais, à Ciao. bientôt, prenez soin de vous. Salut.